Madame, Monsieur, bonsoir. Réforme de la santé au menu de questions d'actu ce soir. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït-Taleb, a promis dans une interview récente que dans 5 ans, cette réforme axée sur 4 piliers donnera un système de santé complet et efficace. Ces piliers, eh bien, la bonne gouvernance, la construction de structures hospitalières de nouvelle génération, la formation de nouvelles compétences et la digitalisation. Sur le volet formation, en réduisant la durée des formations de médecins à 6 ans, la tutelle assure parvenir d'ici 2030 à 5 000 nouveaux médecins chaque année. Et d'ajouter que la réforme allait alléger les dépenses de santé des citoyens de 60 à 25 %. Soit, mais quel serait le rôle de la tutelle après la véritable révolution qui se cache derrière cette réforme, à savoir la création prochaine d'une haute autorité de la régulation intégrée de la santé, ARIS. Toutes les structures comme les directions centrales du ministère de la Santé, la direction du médicament et de la pharmacie ou encore la direction des hôpitaux ainsi que la direction de l'épidémiologie se transformeront en agences dépendant directement de cette haute autorité et permettront de créer un ensemble en charge de la régulation des assurances, de l'évaluation des établissements de santé ou encore de contrôle des médicaments. Quelles sont ces chances pour réussir là où d'autres réformes passées ont échoué? Réponse ce soir en compagnie de nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu professeur Yousef Fakher, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux et expert en politique de la santé. Bienvenue à vous encore une fois sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes également auteur de ce plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc ou ordonnance pour une politique de santé 2.0. Bienvenue encore une fois. Merci. J'ai également le plaisir renouvelé d'accueillir Siab Benjid Belaïch. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous, toujours un plaisir de vous accueillir, analyste des marchés pharmaceutiques. Et justement, à côté de lui, Abdelhakim Zalim, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Vous êtes également expert en médicaments, expert international en médicaments et pharmacien. Bienvenue messieurs. On va commencer peut-être par un commentaire sur ce méga chantier de la santé qui a été annoncé le 13 juin déjà par le chef du gouvernement. Et puis on a eu d'autres annonces par la tutelle, comme je l'ai annoncé dans mon introduction. Est-ce qu'on parle d'une réforme? Déjà un peu de sémantique. On parle de réforme, de refonte. Qu'est-ce que c'est exactement, messieurs? Question ouverte à vous tous. Abdelhakim Zalim. On ne peut pas dire que c'est une réforme. Pourquoi? Parce que actuellement, nous sommes devant un grand chantier, c'est-à-dire la solidarité dans sa globalité, la partie solidarité et la partie couverture médicale. Donc, c'est un nouveau système qui va être mis en œuvre dans les prochaines années. Donc, ce qui va permettre à notre population une accessibilité aux soins avec équité et avec de qualité. Donc, on ne peut pas parler de projet, mais on peut parler d'un nouveau système. Donc c'est une refonte en fait. C'est une refonte en profondeur, on peut dire. Il y a notre système de santé actuel. Très bien. Une refonte en profondeur, ce n'est pas la première fois que le Maroc est engagé pour refondre son système de santé. Qu'est-ce qui différencie justement cette approche des précédentes? Yousef Fakher. Oui madame. Alors il me semble que là, ce qui est intéressant, c'est pour une fois on a compris que la santé ne peut pas être gérée par le seul ministère de la Santé. Et là, en fait, c'est une réforme qui est menée par le chef du gouvernement. Autrement dit, qu'on a compris que la santé doit être gérée de façon transversale à travers l'action gouvernementale. Je pense que c'est un acquis de taille. Maintenant, réformer, oui. On devait réformer depuis des années parce qu'on sait un petit peu les insuffisances ou les défis, surtout de la prise en charge de la santé au Maroc. Ce qui me désole, c'est qu'il n'y a pas eu d'audit. Donc on en parlait en off. Il va falloir auditer. On a d'excellentes choses. Alors quand on parle d'audit, on parle de bilan. De bilan, effectivement. De bilan des stratégies, des réformes, stratégies, tout à fait. Plan quinquennal. Il y a eu tellement de choses de bien faites. On parle surtout du vaccin, etc. L'industrie pharmaceutique aussi un fleuron national. Mais on ne parle pas de choses qui n'ont pas été pas réussies comme on l'aurait aimé. Donc finalement, il va falloir d'abord faire un état des lieux. C'est important. Pour l'instant, on est en train de répondre à une attente et surtout à une pression par la crise sanitaire qu'on vient de vivre, etc. Et la généralisation de la couverture sociale aussi, c'est une autre pression devant ce gouvernement. Mais cela dit, vous parlez de bilan, vous parlez de peut-être d'audit.
déjà dans sa conception, est-ce que vous pensez que les principaux acteurs du secteur ont été impliqués pour mettre en place cette réforme de la santé à Abdelmajid Belriche, et notamment avec tout, bien sûr, on va passer, on va plus tard parler des détails de cette réforme, mais en tout cas, en globalité, est-ce que vous sentez vraiment qu'elle répond à des doléances, à des besoins du secteur, ou, comme certains observateurs l'ont soulevé, c'est peut-être un bureau d'études qui a, ou un bureau de conseil qui s'est chargé de mettre en place tout cela? Il y a un peu les deux. Il y a l'architecture qui a été proposée. On sent la signature d'un cabinet de consulting étranger, d'où le nom de Harris. Voilà. Mais il y a eu des consultations, réellement des consultations, et pour la première fois, de différents intervenants dans le secteur. Et j'espère que ça va continuer, parce que c'est pas fini. Sinon, on va passer à côté de beaucoup de choses. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange dans cette refonte, et non pas réforme, parce que tel que ça se présente sur le papier et tel qu'elle a été présentée par le chef de gouvernement, c'est une refonte profonde et globale du système de santé, indiscutablement. Maintenant, on verra comment les choses vont se passer. Alors, donc, il y a de la nouveauté, beaucoup de nouveautés, et on espère que tout ça va bien se goupiller pour bien fonctionner. Ceci étant dit, cette refonte fait face à des défis, à de gros défis dont on va parler. Alors, le défi, puisqu'on en parle, et c'est l'un des 3 axes de cette refonte proposée par le chef du gouvernement, en tout cas par le gouvernement, refonte du secteur de la santé, la gouvernance. Vous ne pensez pas, messieurs, que ce terme est un peu galvaudé à tout va, et aujourd'hui, on parle de la gouvernance dans l'enseignement. Est-ce que vous pensez vraiment que pour régler une fois pour toutes ce problème de gouvernance, eh bien, il faudra un peu, comme le propose cette refonte, mettre en place des agences, des hautes autorités au-dessus de chaque ministère? Non, c'est très simple. Lorsqu'on veut gouverner, il faut gouverner d'une manière globale. Il faut avoir des institutions qui sont bien mises en place, qui ont une indépendance et qui tracent les grandes stratégies. Donc, par exemple, l'ARIS, pour moi, c'est l'ange gardien du système. Il va nous donner une vision, il va nous donner un certain nombre de choses qui permettra de répondre à la demande de la population. Donc, on parle d'institutions. En parlant d'infrastructures, maintenant, le constat qu'on a, on sait que l'infrastructure actuellement du ministère de la Santé publique connaît un certain nombre de problèmes. On ne parle pas de la mise à niveau des infrastructures. Ça, c'est un des axes. Ça, c'est l'infrastructure même de la tutelle. La tutelle, c'est-à-dire lorsqu'on voit que le ministère de la Santé, son organisation et ses missions datent de 1994, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans un système du XXe siècle. On n'est pas passé au XXIe siècle pour avoir un département vraiment modernisé avec des stratégies qui se suivent, mais qui ne s'arrêtent pas. Donc on ne fait pas d'évaluation des anciennes stratégies pour tirer les leçons. Quels sont les points forts? Quels sont les points forts qu'on a acquis et quels sont les points faibles? Et comment concilier les points forts et essayer de rendre un point faible un point fort. Parce que le Maroc, je peux dire, on a fait beaucoup de progrès, mais ces progrès-là, ils étaient limités. Ce n'est pas des progrès qui ont permis à notre population un accès facile aux soins. Donc, je vais vous dire, par exemple... Et de qualité. Et de qualité. C'est vrai maintenant lorsqu'on fait la différence. Donc, on a un moyen de faire la différence entre le système de santé publique et privé. Et lorsqu'on fait la différence, on voit qu'on a un système privé qu'on peut dire qui a une bonne gouvernance, il est ce qu'il est, mais c'est un secteur qui est organisé, qui donne un service de qualité. C'est vrai, il y a un prix, mais en comparant avec le système public, on a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai peur qu'on n'arrivera pas à arrêter l'hémorragie des ressources humaines. Ah, on y vient. Mais ça, c'est un élément qui est très important. Mais restons justement dans cette haute autorité de la régulation intégrée de la santé. Oui. Donc,
Et comme quoi le ministère va être comme pour citer les termes du communiqué, une courroie de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle serait aujourd'hui l'autorité d'un ministère comme celui aussi important comme celui de la santé? Alors, tout d'abord, c'est une très bonne chose que d'avoir une haute autorité de la santé, et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que au lieu d'avoir des ministres qui passent avec des mandats de 5 ans et chaque ministre qui arrive remet en cause tout ce qui a été fait avant. En fait, il ne le remet pas en cause, il le remet aux oubliettes. Oui, absolument. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de reddition des comptes. C'est comme ça qu'on n'est pas arrivé à construire un système de santé robuste et réellement sur l'ensemble des ministres qui sont passés depuis l'indépendance. Combien ont marqué réellement en mettant en place des choses qui existent aujourd'hui? Il n'y en a pas 36 000. Ça se compte sur le bout des doigts d'une main amputée de 2 doigts. Voilà. On pense à Taïb Benchir, un petit peu Laharouchi, et quelqu'un d'autre, qui ont réellement fait des choses qui existent aujourd'hui encore. Et ça, ce n'est pas normal. Cette haute autorité, elle aura donc pour mission de tracer le cap et donc d'avoir la continuité et la pérennisation des politiques publiques en matière de santé. Donc c'est quelque chose de très important. D'un autre côté, les décisions prises par cette autorité, qui est, je le rappelle, un collège de scientifiques, est basée sur des données scientifiques, et donc ça va être des décisions qui seront mieux que des décisions politiques pures. Mais est-ce qu'on a besoin justement de décisions politiques? Vous parlez de continuité de politique publique. Là, on dépolitise complètement la santé. Ça ne serait pas une bonne chose de dépolitiser totalement. Moi, ça me dérange beaucoup qu'on parle de simple courroie de transmission. Sinon, on aurait pu l'appeler, non pas ministre de la Santé, mais directeur exécutif. Il sera là pour exécuter, tout simplement. Or, c'est un ministre qui fait partie quand même d'une majorité élue, et donc il y a un problème de démocratie qui se pose aussi. On ne peut pas le réduire à une simple courroie de transmission. Il doit quand même, il a une responsabilité, il doit quand même intervenir sur certaines choses. Mais il intervient parce qu'il exécute, justement. Non, mais ce n'est pas suffisant, parce que s'il n'est que exécuteur, et il ne sera pas comptable non plus de ce qui a été pris comme décision. Non, je pense qu'on doit aller au-delà de la simple courroie de transmission et de coordinateur. Il y a quelque chose qui gêne, qui dérange. Je pense que c'est-à-dire l'intitulé, normalement, le HARIS, donc c'est comme une autorité de santé et de régulation intégrée des dépenses, c'est-à-dire que c'est une institution qui, normalement, c'est une institution qui va faire une évaluation des pratiques, c'est-à-dire toutes les pratiques. Déjà, elle va mettre en place la vision et ensuite évaluer la mise en œuvre de la vision qu'elle aura déjà, que cette haute autorité aura déjà élaborée. Personnellement, la source des décisions. C'est ça. C'est-à-dire pour essayer d'avoir un système, comme on dit, harmonisé dans sa structure. C'est-à-dire que le HARIS, pour moi personnellement, c'est une institution qui normalement doit être indépendante, parce qu'il y a des grandes décisions qui vont être prises sur le plan de santé. C'est ça, donc c'est déjà le cas. D'accord. C'est une institution qui a un caractère scientifique, ce n'est pas un caractère politico-technique, c'est-à-dire c'est une institution qui va évaluer un certain nombre de choses qui sont en relation avec le système de santé. Mais le système de santé, ce n'est pas que scientifique, il est aussi managérial, Youssef Afrel. Non, c'est-à-dire politique. Il faut comprendre que... Est-ce que les scientifiques sont des managers? Non, il faut oublier. Les scientifiques, ils vont vous dire, voilà comment, par exemple, nous devant nous, docteur qui est radiologue, il va dire que contexte, le scanner, il est indiqué, et contexte, il n'est pas indiqué. Parce que maintenant, des fois, on fait des analyses, on fait des radios qui n'ont pas intérêt à être. À ce moment-là, c'est pour équilibrer, pour garder l'équilibre financier. Donc, c'est une institution qui va dire tel acte, voilà qu'il doit être fait. Par exemple, parce qu'on parle de niveau de soins. Oui. Donc, chaque niveau de soins,
Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les analyses? Quelles sont les consultations? Quels sont les types de radiologie à faire? Parce qu'on ne peut pas avoir un système et on le laisse, tout le monde va faire ce qu'il veut. Ce qui est le cas aujourd'hui. On revient à ce terme de gouvernance, même si parfois, à trop le répéter, on n'arrive même plus à situer le vrai sens du mot gouvernance. Est-ce que ce n'est pas à cause justement d'un déficit qui a déjà été soulevé, ne serait-ce que dans le dernier rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement, professeur Fakher, il y a un problème de gouvernance. Est-ce que c'est la clé? Est-ce que c'est la solution de mettre au-dessus de cette pyramide de la santé au Maroc une haute autorité de régulation intégrée? À mon avis, je prends la question autrement, ou alors le sujet autrement. Le ministère de la Santé, vous disiez 1994, je pense que la création du ministère, son organigramme, date du lendemain du discours de feu Mohamed Khamis qui disait que la santé était à la charge de l'État. Et quand on voit le bulletin officiel, c'est comme ça que décliné, et ça, rien n'a changé. Et en 2022, vous le disiez, on ne peut pas être jugé parti. Et donc finalement, la haute autorité ou une autre agence vient quelque part compléter cette vision. Ça veut dire que le ministère de la Santé a d'autres choses à faire. Il ne faut surtout pas le vider de substance. Parce que le terme de courroie, je vais vous le dire, le terme de courroie, etc., moi je trouve que c'est réducteur. Il y a autre chose à faire. C'est le régalien. On parle de politique, il y a des politiques de santé nationale. Je n'aime même pas le terme public parce que j'ai l'impression que autant on a compris que la santé doit être gérée de façon transversale, et c'est l'action gouvernementale qui en prend acte, autant la santé, on parle toujours de soins publics. Or, un ministre de la Santé est un ministre de la Santé tout court. On ne parle pas de privé, public ou fondation. Le terme de public n'a de valeur que pour parler des secteurs de soins, mais pas du ministère. Donc ça, c'est important. Et quand on lit un petit peu ce qui se passe, et les sorties médiatiques, etc., on a l'impression qu'on ne gouverne que le public. Mais alors, est-ce que justement cette haute autorité, elle concerne le privé aussi? Parce que ce n'est pas précisé. Non, bien évidemment. La haute autorité, normalement, ce qu'elle doit faire, c'est d'abord, c'est un véritable think tank, c'est un véritable bureau d'études. Ce qu'on appelle les référentiels thérapeutiques. En France, aux États-Unis, un peu partout, ils ont une haute autorité qui ne produit pas de soins. Ils ne traitent pas, ils n'achètent pas de matériel, etc. Ils produisent de l'intellect. Au Maroc, voilà comment on pose le diagnostic du Covid, par exemple. Voilà comment on le traite, grand 1, grand 2, etc. Si vous sortez de ce cadre, vous êtes hors la loi sur le plan éthique et vous n'êtes pas remboursé. Les choses sont faites en amont. Et donc, on réduira un petit peu une partie de l'ANAM, ça on peut en parler après, pour les référentiels thérapeutiques. C'est fondamental pour la... Deuxièmement, on parle de référentiels thérapeutiques, on parle de bonne conduite thérapeutique, vous disiez tout à l'heure par rapport au scan, mais par rapport à beaucoup d'autres choses, et réduire un petit peu les conflits d'intérêts, parce que, on ne va pas se cacher, il y a toujours des conflits d'intérêts. Deuxièmement, il y a besoin de donner une vision sur un parcours de soins. Le ministère de la Santé, vous me posiez la question, qu'est-ce qu'il va faire? Beaucoup de choses. D'abord, avoir des politiques de santé nationale, c'est fondamental parce qu'il aura normalement le retour de ce qui se passe en régional, mais surtout, le véritable travail, c'est d'être régalien, et on en a besoin. On ne peut pas avoir que des gens qui pensent et il faut qu'il y ait un gendarme et des gens pour l'inspection, pour la régulation, etc. Tout ça, c'est un gros travail à faire. Mais d'abord, c'est parti de cette conception que ça allait être régionalisé. Donc là, pour vous, ça doit être aussi centralisé au niveau du... C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on doit avoir justement une politique nationale ou des politiques régionales qui sont un peu... les deux, pas différentes, mais... Non. En fait, il y a une nationale qui édicte la façon de travailler en médecine au Maroc de l'ensemble du territoire national, quel que soit le territoire. Ça, c'est... Ensuite, sur le plan régional, il y a des particularités régionales, épidémiologiques, etc., qui sont propres aux régions. Oui. Mais on se base toujours sur le national. D'accord ? Donc, je pense que ce n'est pas incompatible. Au contraire, c'est une bonne chose. Maintenant, ce que j'entends aussi, je vois, c'est qu'on est en train de parler de réforme, de réformettes, etc. Mais la réforme se fait en un coup. On ne peut pas venir meubler une chambre et laisser le reste qui n'est pas encore construit. Non, il faut penser à l'architecte, il faut penser au maître d'ouvrage, la construction, mais aussi à la décoration intérieure. Et là, quand on parle de façon... parce que on va tuer le bébé. Hein. Si on met que la RIS et on ne l'accompagne pas avec tout ce qui se passe,
elle n'aura pas la force nécessaire. Il y a ça, il y a des choses, on parlait d'agence du médicament, mais aussi autre chose, on ne peut pas parler du digital comme étant une pratique quotidienne. C'est le seul axe, excusez-moi, vous faites bien de le soulever, qui a été ajouté par le ministre quand il a donné son entrevue. Il a parlé d'infrastructures hospitalières, il a parlé de formation, il a parlé de gouvernance. Et le quatrième axe, qui ne figure pas dans la réforme qui a été annoncée par le chef du gouvernement, c'est la digitalisation. Alors, le terme de digitalisation est un fourre-tout, finalement. Comme la gouvernance. Comme la gouvernance, on est entièrement d'accord, et il est à la mode. Oui, absolument. Maintenant, on a compris que pendant le Covid, il était capable de donner de la formation. De l'information, de la formation à distance. Mais on était aussi capable de recueillir les doléances des patients et les accompagner, oui, dans certains secteurs, un peu moins dans d'autres, où il y a besoin de présentiel. Donc c'est toute une pratique qui est nouvelle pour beaucoup de pays, mais il va falloir aussi, dans ce sens, avoir un mindset spécial. On ne peut pas encore gérer ou gouverner le distanciel à travers une pratique présentielle. C'est deux choses différentes. C'est toute une mentalité. Il y a des providers actuellement, pour vous dire, l'activité de télémédecine, qui, normalement, le texte de loi s'en sorti en 2017-2018, n'a pas encore vu le jour, en dehors d'une exception, on ne va pas en parler. Pourquoi ? Parce que les textes d'application ne s'y sont pas, et surtout parce qu'on ne sait pas qui doit faire quoi. Le CNDH, le CNDP, voilà, qui fait un énorme travail, mais il est entre le marteau et l'enclume, parce que finalement, il n'est pas médecin. Est-ce qu'il va dire oui ou pas ? Lui, il ne gère que le côté souveraineté, dans le vrai sens des données, pour que ça soit national, et c'est tout un travail. Donc il y a encore besoin, on ne va pas multiplier les agences, mais une agence de santé digitale est fondamentale. Ouais. Parce que là, on a confondu un petit peu entre les providers et la médecine. Il y a des gens qui faisaient des agences pour la location de taxis et se retrouvent à faire prendre des rendez-vous pour des patients. Je pense qu'il y a aussi de la régulation à faire et une vision à ce niveau-là. Oui. Bon, après, effectivement, il y a aussi cette question de digitalisation dans le sens où il y a ce projet de généralisation de la couverture médicale. Bon, toujours dans le cadre de cette haute autorité, moi, j'aimerais bien avoir aussi vos réactions sur le fait que cette agence-là dépend directement du chef du gouvernement, de la primature. Qu'est-ce que cela changerait dans le fonctionnement, encore une fois, d'une telle haute autorité ? Parce que on n'a pas beaucoup d'autres autorités. Est-ce que ce serait bien qu'on voit comment ça se passe ailleurs, notamment en France, ou peut-être créer aussi ça ? Et si même elle est créée, c'est quand qu'on pourra réellement en sentir les résultats ? C'est pas pour demain. Hein. De toute façon, on l'a dit, c'est transversal parce que pourquoi il est géré par le chef de gouvernement ? Parce qu'il y a beaucoup de départements qui sont maintenant impliqués dans la couverture sociale, d'une manière générale. C'est ça. Vous avez le ministère de l'Intérieur dans tout ce qui est le casier social, vous avez le CNDP, vous avez beaucoup de départements qui ont leur mot à dire. Par exemple, on parlait déjà de digitalisation, c'est le système informatique intégré. Il faut avoir un système d'information intégré. Et ce système d'information intégré pour avoir toutes les informations et le suivi médical des patients. Donc, il y a beaucoup de départements qui sont concernés. C'est la raison pour laquelle c'est une autorité qui va être sous le tutelle du chef de gouvernement, parce qu'il y a tous les départements qui sont impliqués. Donc, parce que le ministère de la Santé ne peut pas gérer à lui seul beaucoup de choses qui sont en relation avec les infrastructures, qui sont en relation avec beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, avant de prendre une décision, le HARIS, il aura à concerter avec tous les départements qui sont dans le HARIS. Donc, c'est-à-dire que chaque département, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics et tous les ministères qui sont concernés vont être là. De l'enseignement supérieur. De l'enseignement supérieur. Par rapport à la réduction de la durée de formation des médecins de 7 à 6 ans, et même de réduire un peu même les seuils d'accès pour les notes des bacheliers pour l'accès aux facultés de médecine. C'est la bonne réponse, selon vous, pour pallier au manque criant des ressources humaines qu'on a ? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le... Vous ne pensez pas ? Je pense pas. Le travers inverse, c'est-à-dire produire rapidement beaucoup de médecins, mais de médecins de qualité. De qualité. De mauvaise qualité, je dirais. Oui, si vous voulez. Alors, donc,
je ne connais pas l'impact de gagner une année sur la formation, alors que le problème est beaucoup plus profond. Oui. Nous avons pris un très grand retard, malheureusement, parce qu'il y avait une élimination déjà, dès le départ, par les notes et par les régions, en ce sens que les facultés n'étaient pas implantées dans toutes les régions du Maroc. Et aujourd'hui, on essaie de rattraper, mais ça ne sera pas pour demain. Hein. Il y a du temps pour avoir ces médecins. En tout cas, il a promis qu'en 2030, on aura 5000 nouveaux médecins sur le marché. Par an. Oui. D'ici 2030, 5000 annuellement. Le problème qui se pose, c'est que ces gens-là, pour les former, il ne faut pas seulement des facs, il faut des encadrants. On sait que malheureusement, beaucoup de professeurs sont aujourd'hui plutôt dans le privé. Donc, il va falloir créer des vases communicants entre le privé et le public. Pour moi, qu'est-ce qui empêcherait un professeur qui est aujourd'hui dans le privé d'aller enseigner, s'il est motivé suffisamment, d'aller enseigner dans une fac publique? Qu'est-ce qui empêcherait un professeur ou un spécialiste dans le privé de pratiquer dans l'hôpital public? Donc, il y a énormément de choses à régler. Moi, ce qui me dérange, en plus dans tout ça, c'est que quand je vois le groupement sanitaire du territoire, la fameuse pyramide avec les CHU, tout ça, je vois les CHU territoriaux, régionaux, etc. Mais je ne vois nulle part des cabinets privés ou des cliniques. C'est pour ça que je disais, est-ce que le privé est concerné par cette réforme? Logiquement. Est-ce qu'il est intégré dans la mise en place de cette réforme? Et notamment, est-ce que cette haute autorité de la régulation de la santé va aussi réguler le privé? Absolument. Parce qu'il a besoin de régulation. Eh bien, sans le privé, ça sera malheureusement une refonte boiteuse. Parce que réellement, si on n'implique pas le secteur privé qui aujourd'hui capte 90% des ressources. Des moyens financiers mobilisés pour la santé au Maroc. On ne pourrait pas faire un véritable système de santé. Il faut qu'il y ait des ponts entre le secteur public et privé. Je reviens sur la formation, c'est-à-dire que maintenant, c'est la première fois, cette année-là, la première fois qu'on a presque 8 facultés de médecine. Et on a à peu près, le nombre de postes qui est prévu, c'est 3000 exactement, 3489. Ça, c'est bien. Réduire les durées, c'est bien. Mais est-ce que la réduction de la durée d'études ne va pas, et le nombre de candidats, ne va pas influencer la qualité de formation? Parce qu'il y a les terrains de stage, parce qu'il y a l'encadrement, il y a beaucoup de choses. Et en fin de compte, maintenant, on a presque 1300 médecins par an. Et la question qu'on pose maintenant, c'est 1300 qu'on a par an, est-ce que le public, il est attractif pour eux? Oui. C'est bien de former, c'est bien de faire tout ça. Encore faut-il les retenir. Il faut les retenir. Ce n'est pas avec un salaire de 8, 10 000, 12 000 dirhams qu'on peut les retenir. Tu vas retenir. Et encore, oui, et surtout, il y a aussi la question du matériel. Bien sûr, professeur Fakher. Merci Léla. On en parlait l'autre fois. Malheureusement, on est en train de produire d'excellents médecins, mais pour l'export. Actuellement, on en produit 2400, peut-être qu'on en fera 5000, mais encore une fois pour l'export. Encore faut-il les retenir. Voilà, c'est ça. Faut-il les retenir. Alors, quand on parle de 5000, en chiffres absolus, oui. Mais là, c'est des médecins généralistes. Généralistes, c'est ça. Il faut rajouter minimum 5 ans pour la spécialité et 10 à 20 ans après pour acquérir une certaine spécialisation. Donc, le temps est contre nous. Donc, ce que disaient mes amis à juste titre, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver cette vision. C'est pour ça que la réforme me dérange un petit peu, parce qu'elle n'est pas transversale dans l'approche. On ne peut pas, en tant que ministère de la Santé, exprimer le besoin d'un certain nombre de formations et exprimer ce besoin à un autre ministère. Rien n'empêche que les facultés de médecine soient sous la tutelle du ministère de la Santé. C'est un choix politique. Il faut le faire. Ça a été avant parce qu'il y avait un problème. Les choses ont changé. On comprend bien que certains secteurs, sans les nommer, ont leur propre formation. Rien n'empêche d'avoir Et là, finalement, on est en train de former en qualité, mais en quantité, mais surtout avec les besoins spécifiques au ministère de la Santé,
Là, il va falloir tout faire et proposer ça au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Voilà, la recherche, l'enseignement supérieur, etc. Donc, il y a, je pense aussi, c'est pour ça, la réforme doit aussi toucher ça. Vous le disiez aussi, Siblech, comme quoi il y a plus le privé produit plus de 80% d'offres de soins, sans parler de... Donc, on ne peut pas mettre encore une fois le privé en marge de cette vision. Peut-être qu'il y a eu des discussions, mais sur le réel, il faut que les gens soient impliqués parce qu'ils sont partie prenante. Et vous le disiez bien, madame, que le privé a besoin de structuration et de contrôle. Et vous avez parfaitement raison. Maintenant, l'ARIS, la future agence, doit faire ce travail-là, mais dans l'accompagnement. Quelle est la finalité? Moi, je me pose toujours la question, est-ce que la finalité, c'est que l'hôpital public fasse mieux que le privé? Je pense que ce n'est pas ça. La finalité, c'est que le patient soit bien traité. Finalement, c'est de ça dont il s'agit. Donc, laissant le privé pour les choses qu'il sait faire et donnant une valeur à l'hôpital, il faut réintégrer l'hôpital, mais avec une nouvelle vision. Un hôpital ne peut pas faire des bobos. Il faut prendre les gens, il faut les intéresser sur tous les plans. Et il faut que l'hôpital soit complémentaire de ce qu'on a. Refaire la même chose en public ou en privé, c'est juste pas normal. C'est pour ça que l'intérêt d'être dans la vision de la santé, il n'y a qu'une seule, il y a des parcours. Et dans des endroits où il y a très peu de privé et très peu de public, c'est l'hôpital militaire qui fait du très bon travail, et on le sait dans nos provinces du Sud, mais aussi des fondations. Donc je pense que voilà les ingrédients. Maintenant, il va falloir avoir d'abord un gendarme, vous disiez très bien. Voilà les référentiels, voilà comment on travaille, les recommandations. Le gendarme, voilà comment on fait. Deuxièmement, voilà le parcours et voilà la complémentarité. Cette complémentarité ne peut pas se faire entre Rabat et Casa, elle se fait de façon régionale, en fonction des offres de soins qui sont déjà existantes. Parce que là, on parle de 2023 comme si c'était une révolutionnaire. Finalement, en 2023, les gens vont avoir une carte, comme quoi ils ont une couverture médicale. Mais en attendant, rien n'a été fait. Moi, je donne toujours l'exemple, excusez-moi, de cet exemple. C'est un peu notre compagnie nationale de ferroviaire qui donne à tous les Marocains des cartes pour le TGV. On sait que le TGV existe contre Tanger et Marrakech et Casa. Donc, exactement pareil. Rien n'a changé puisqu'il n'y a pas eu d'ouverture d'autres, etc. Il va falloir travailler sur l'existant en trouvant le parcours de soins. C'est fondamental. Et le parcours de soins ne peut pas se faire en dehors d'un dossier patient informatisé. On parlait de digitalisation. Et non seulement c'est intéressant... Mais déjà, on attend le registre unifié, le registre social unifié qui tarde à voir le jour. Et sachant que le chantier de ce registre, il a été lancé bien avant le Covid. Et sachant qu'avec la Covid aussi, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Soit, mais c'est trop de chantiers en même temps, j'ai envie de vous dire. On n'est pas dans tous les secrets parce qu'il n'y a pas de partage. On reçoit l'information un petit peu par les médias comme tout le monde. Ouais. C'est un projet quand même c'est un projet souverain et qui a été initié par Sa Majesté, que le Dieu le glorifie. Je pense que les instructions sont données dans ce sens pour mener à bien. Ils ont tous les moyens pour le réussir et la digitalisation, comme vous le disiez aussi, en fait partie. Très bien. Un autre commentaire là-dessus avant qu'on passe justement sur les ressources humaines, parce que je parlais de ressources humaines, je parlais de personnel médical, il y a aussi le paramédical. On n'a pas besoin que de médecins, on a besoin d'infirmiers aussi. Oui. Et malheureusement, à un moment donné, on avait fermé les écoles d'infirmières. Il en existait un peu partout au Maroc. Oui. On les a... Alors qu'on aurait pu continuer de former, on l'aurait fait pour nous, et il y aurait... mais aussi pour d'autres pays. Malheureusement, aujourd'hui... on revient au point de départ. Je vais revenir à un autre point. En attendant de former ces médecins qui prennent quand même, ça prend du temps, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'aller vers des partenariats publics aujourd'hui dès demain? C'est-à-dire que c'est une solution... Dans la formation public-privé, non, même dans les soins, les soins, c'est-à-dire ou permettre à ces patients qu'on obligeait à n'aller que vers un hôpital donné, d'avoir le choix d'aller vers leur médecin, dans le respect, bien sûr, du parcours de soins coordonnés. Sinon, on ne pourrait rien faire. Oui. Je pense que ça va se faire, puisque les anciens, c'était les ramédistes. Or, les ramédistes, par la loi, disaient, je pense que c'était un petit peu... Enfin, que les ramédistes n'avaient le droit de se faire traiter que dans les hôpitaux. Oui. Bon. Maintenant qu'ils vont passer vers l'AMO, ce texte va sauter. Et donc, ils vont avoir une assurance. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un petit peu, encore on fait des allers-retours, c'est de donner des vouchers aussi, c'est une prise en charge du patient. Il faut la faire publique ou privée, là où le soin est le plus adapté. Et c'est ça le travail de
C'est beaucoup plus le travail de la haute autorité. C'est d'éditer les recommandations, voilà comment on traite, mais voilà un exemple. On prend toujours les cliniques, on parle de cliniques. Alors que les hôtels, on sait qu'il y a des palaces et des 5 étoiles. Et les cliniques, on parle de cliniques. C'est juste pas normal. Il va falloir auditer ça aussi. Il faut que des cliniques ne fassent que le côté gynéco, d'autres que la consultation, et puis des cliniques certification. C'est fondamental. Quand on fait ça, on peut comprendre que la HARIS a une facilité. Pourquoi ? Parce qu'elle sait, sur le plan régional, tel cancer, on ne peut pas le traiter ici, etc. Et on commence à faire ce qu'on appelle un parcours de soins. Je pense qu'il y a besoin de travailler sur ça et travailler de façon transversale. Alors, haute autorité de la régulation intégrée de la santé, on en a parlé, la HARIS. Parlons à présent de l'Agence nationale du médicament, ou des médicaments, et produits de santé, donc qui va être également créée avec cette refonte de notre système de santé. On en a parlé depuis plusieurs années sur ce même plateau de Média TV. Abdelmjid Belaiche, c'était un projet que vous défendiez, bec et ongle, depuis quelques années. Est-ce que pour vous, cela satisfait? Le fait de créer cette agence-là, enfin, va régler les problématiques du médicament au Maroc? Oui, Comment? Parce que avoir une direction dépendant de médicaments et de la pharmacie, dépendant du ministère, où le ministère est à la fois juge et partie, où c'est des fonctionnaires, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et qui malheureusement, cette direction de médicaments et de la pharmacie a connu des hémorragies en termes de ressources humaines. Sur 2 décennies, les conditions de travail, de travail font que les gens sont partis des fois, les gens ne partent pas. On leur demande de partir ou on les relocalise ailleurs. Oui, malheureusement. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est une direction qui est totalement dépassée par le nombre de demandes, que ce soit pour les médicaments ou pour les dispositifs médicaux qui n'arrivent plus avec un système informatique en panne, etc. Il faut passer au modèle agence parce que d'abord, c'est ce qui est adopté par la plupart des pays, y compris en Afrique où la plupart des pays ont opté pour ce modèle d'une agence qui est autonome financièrement et administrativement, qui est un pôle de compétences et d'excellence dans ce domaine. Surtout qu'il y a à l'échéance 2022, il y a quel pays va héberger la fameuse agence africaine du médicament. Le Maroc ne peut pas espérer qui fait tout quand même pour avoir cette agence chez nous, pour nous et pour l'Afrique. S'il n'a pas lui-même une agence, ça serait une candidature un petit peu loufoque. Voilà, absolument. Comment cette agence pourra-t-elle jouer son rôle dans la politique pharmaceutique du pays? C'est-à-dire, c'est une agence, normalement, lorsqu'on va parler agence, on va parler autonomie. Et lorsqu'on va parler autonomie dans la décision et autonomie financière, premièrement. Deuxièmement, il va encadrer un secteur. Donc, vous faites bien de dire autonomie financière. Oui. Ça veut dire que ce ne sera pas financé par le ministère de la Santé comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut cette agence, il faut qu'il ait des recettes. Maintenant, je vous donne l'exemple très simple. La direction du médicament de la pharmacie, dans son fonctionnement, son organisation, c'est une direction qui travaille avec le privé, je peux dire, à 95%. Donc, c'est-à-dire les AMM, les certificats d'enregistrement dispositif, les réactifs, les compléments alimentaires, un certain nombre de services qui rendent à le secteur privé, alors qu'il y a des prestations qui ne sont pas payées par le privé. Donc, tu rends un service à quelqu'un via le privé sans avoir en contrepartie une rémunération. Ça, c'est grave parce que on est resté dans le truc administratif. On n'a pas évolué pour dire qu'on travaille pour le privé. Automatiquement, chaque service qu'on rend, il faut qu'il soit rémunéré. Ça, c'est un point. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'autonomie financière, donc l'agence du médicament, maintenant au Maroc, il a les moyens d'avoir ses propres ressources financières à travers les services qu'il rend, premièrement. Deuxièmement, lorsque tu as les moyens financiers, donc tu vas former les gens.
tu vas avoir des cadres qui sont vraiment d'un certain niveau. Tu peux faire appel à des experts en cas de besoin, comme toutes les agences ailleurs. Maintenant, la direction de médicaments, elle est vraiment clouée. Il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas les moyens financiers. Il se contente le financement de l'État. Donc, automatiquement, c'est dépassé. Au jour d'aujourd'hui, l'agence est une priorité. Parce qu'en voyant la politique pharmaceutique actuelle, c'est vrai, tu as les axes stratégiques, tu as les objectifs et les actions. Mais est-ce que la direction actuelle des médicaments de la pharmacie peut mettre en œuvre cette politique? Non, parce qu'il faut une agence avec une organisation, avec les moyens, et lorsque j'ai des moyens, les moyens humains et financiers, avec un cadre juridique, avec des procédures, avec un service de qualité qui est rendu à la population. Mais quand vous dites tout ça, j'ai l'impression que cette agence ne pourra voir vraiment le jour, parce qu'avec tous ces besoins-là, oui, que dans 10 ans. Enfin... Non, c'est question. Non, je vais vous dire, c'est question de volonté. Maintenant, c'est un chantier royal de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc tout le monde est derrière ce projet-là. Tout le monde va adhérer. Donc ce qu'il reste, c'est la volonté politique, c'est-à-dire avoir vraiment une volonté politique pour mettre les choses en marche. Et deuxièmement, qui est essentiel, c'est avoir un exécutif qui est capable rapidement d'avoir une feuille de route et dire voilà les priorités, je vais commencer par ça, je vais laisser ça, avec un échéancier, avec des indicateurs de performance, et comme ça on peut avancer. C'est vrai, on peut pas... Les indicateurs de performance, justement, ça fait partie des prérogatives aussi de la Harris. Hein. C'est-à-dire que ça va être un des points d'évaluation, c'est des indicateurs de performance. Donc voir... Par exemple, comme j'ai dit, des indicateurs qui permettent de dire pourquoi j'ai investi pour cette action-là. Cette action-là doit être conclue en telle date. Pourquoi, si c'est fait? Mais conclue de quelle manière? Parce qu'on peut conclure. C'est pas ce qui manque. On a des choses qui sont faites. Mais après, est-ce que la qualité suit? Non, c'est-à-dire l'agence, lorsqu'on va créer une agence, ça va être une agence avec un cadre juridique. Très bien. Quelles sont ses missions? Quels sont les services qui sont rendus, quelles sont ses prérogatives. Donc, à ce moment-là, tout un cadre, tout un texte de loi qui va être spécial pour cette agence, la mission, l'organisation. Il y aura un conseil d'administration, il y aura un conseil scientifique, il y aura des commissions, il y aura beaucoup de choses qui vont alimenter cette agence. C'est pas, on va dire, agence de médicaments et comme ça, mais c'est une agence avec des institutions, avec un cadre juridique, avec une organisation. Donc, pour vous, c'est un objectif ambitieux, mais qui soit réalisable dans les 5, 10 Pour moi, c'est années. réalisable. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la DMP il est arrivé à ses limites. Très bien. Tu ne peux pas demander à cette DMP quoi que ce soit maintenant. Donc, c'est limite. Donc, soit on va passer à une agence, soit la situation va rester comme ça jusqu'à l'infini. Youssef Fakhel, un commentaire sur cette agence du médicament, des médicaments. Oui, alors, sur ça et sur la réforme, c'est pour ça que je vous dis qu'il est intéressant de prendre l'ensemble des réformes en un seul. On ne peut pas avoir une agence de médicaments qui soit indépendante de la haute autorité. Pourquoi? Parce qu'on parlait tout à l'heure, il s'agit de quoi? C'est une agence, la DMP actuellement, la division des médicaments de pharmacie. C'est une direction qui donne l'autorisation pour la mise en marché des médicaments innovants, mais aussi d'un chariot, mais aussi du matériel de bloc opératoire, d'un scanner, d'une IRM, etc., d'un problème auditif, d'un dispositif. Vous comprenez? Donc, quelle que soit la compétence des gens qui y sont, ils ne peuvent pas avoir cette pluralité. D'accord? Donc, ils ont besoin constamment d'un avis de spécialiste. Et si on ne fait pas ce lien entre cette direction et la haute autorité dans le cadre scientifique, avec des professionnels, pour éviter tous les conflits d'intérêts, ça serait quand même dommage. Donc, on attend un petit peu. Donc, l'idée est bonne. Maintenant, on va voir. Et on revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quoi la gouvernance? C'est la gestion privée de la chose publique. Voilà. Oui, en parlant de gestion privée et de la chose publique, des fois, il y a des conflits d'intérêts aussi là-dedans. Et non, notamment juste la gestion, dans les besoins, indépendamment du privé national. C'est l'esprit de la... Oui, je comprends, j'en conviens. C'est juste que je voulais vraiment marquer le coup là-dessus. Donc, cette agence nationale des médicaments et produits de santé... Alors, il est clair qu'elle ne se ferait pas du jour au lendemain. Ça prendra du temps. Mais il faut démarrer, justement pour cette raison, il faut démarrer le plus tôt possible, parce qu'on sait qu'il y a des défis ressources humaines, des défis organisation, etc. Mais on doit commencer. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ça va être dans la continuité? Parce qu'on dit que cette agence, cette haute autorité de la régulation de la santé va être créée. Elle est censée
pérenniser les stratégies, les visions. Politique publique. Mais qu'est-ce qui nous dit que le prochain gouvernement ne va pas, encore une fois, mettre table rase de cela et se dire non, ce n'est pas d'une haute autorité dont nous avons besoin, mais nous avons besoin d'un conseil national de la santé. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, qu'est-ce qui... C'est la raison pour laquelle... On a le nouveau modèle de développement. C'est la raison pour laquelle il faut une politique de santé qui est pérenne. Et qui est actée au plus haut niveau, c'est-à-dire que chaque ministre, il va venir, il va suivre une politique de santé. Parce qu'on ne peut pas, chaque 5 ans, avoir une politique de santé. Parce que la santé... Qui est le cas. Des fois moins de 5 ans. Deux choses qui sont très importantes qu'on a vues pendant ces décennies-là. La santé évolue de deux manières. Il y a une évolution technologique, c'est-à-dire on évolue sur le plan technologique. Donc maintenant, qui par exemple disait auparavant, on ne connaît pas un certain nombre de techniques, un certain nombre d'appareils de radiologie, un certain nombre de techniques de biologie médicale et un secteur d'actes chirurgicaux et tout ça. Donc ça évolue. Donc si ça évolue, donc deuxièmement, il faut que en même temps, le système de santé évolue en infrastructure, en formation de personnel, en moyens, qui va permettre la mise à disposition de ces nouvelles technologies à la population. À la population, absolument. Abdelmajid Blai, je vous laisse finir peut-être votre idée sur l'agence du médicament et on va finir par le financement. Ce changement dont vous venez de parler, je ne peux même pas l'imaginer parce que ce sera un scénario catastrophe. Bien au contraire, si tout ça se met en place, c'est pour pérenniser les politiques publiques en matière de santé et éviter un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite, une fois l'État social, d'autres fois non. Non, voilà. Quand on parle médicaments et agence nationale des médicaments et des produits de santé, il faut parler aussi de la politique pharmaceutique nationale. On est à la 3e version. La première version a été faite par professeur Hussein El-Wardi pratiquement en 2015. Quelques années plus tard, Anas Doukali arrive au ministère de la Santé, nouvelle version. Et aujourd'hui, on vient nous présenter la 3e version qui est, il faut le dire, en 5 axes stratégiques, 25 actions et 107 mesures, semble être à la fois complète et surtout adaptée au contexte local et au contexte actuel où la souveraineté sanitaire devient quand même un fondamental, surtout après ce que nous avons vécu dans le Covid. Donc, elle est complète, elle est bien, elle se présente bien. J'espère que contrairement aux politiques pharmaceutiques passées, elle ne va pas être sur du papier sans aucune application. L'éternelle question du financement, messieurs, un tour de table là-dessus. Comment vraiment réussir ce méga chantier et son financement tout particulier, Youssef Fakhel? Je ne vais pas dépasser mes compétences parce que c'est un vrai travail technique. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas garder de façon immuable une politique de santé ou un financement. On le sait, avec des crises sanitaires, on change complètement. Donc il faut avoir une politique qui s'adapte à son environnement. Il y a besoin, bien évidemment, d'un SMIC, excusez le terme, budgétaire, mais il y a besoin de faire des extensions. On sait que des traitements, notamment pour les maladies longues et coûteuses, type cancer, les maladies antiangiogéniques et d'autres, coûtent énormément cher, mais la santé n'a pas de prix, mais voilà la facture. Donc je suis incapable de donner un chiffre. J'ai entendu parler, comme tout le monde, de 51 milliards. Oui. Voilà, puis de 14 milliards annuels. Voilà. Maintenant, sur quelle base? Ils n'ont pas les données, parce que le nerf de la guerre, c'est les données, mais vous le savez très bien. Il se trouve que chez nous, on n'a pas les données. Donc, s'ils ont les données de quelques hôpitaux, je dis bien quelques, ils n'ont pas les données du privé. Et c'est juste inconcevable pour mener une politique de santé nationale. Donc, la digitalisation n'est pas une chose intéressante uniquement pour le patient, mais elle l'est aussi pour la vision de politique de santé et pour le budget de l'État. La gestion budgétaire, absolument. Tout à fait. Et là, on parle de gouvernance. Voilà un élément de gouvernance. Et donc, voilà. Un mot là-dessus, Abdelmajid Blai, et je finirai avec vous, Cézanne. Alors, on parle de 51 milliards. Mais je dois rappeler que sur les 51 milliards, seulement 14 milliards qui est dédié à la couverture sanitaire
universel, le reste étant dédié plutôt à la protection sociale. Tout à fait. Alors, 14 milliards. 14 milliards, c'est tous les soins, c'est tous les médicaments, etc. Est-ce que réellement, ça répond aux besoins futurs de 22 millions de Marocains qui vont s'ajouter à plus de 11 millions déjà couverts en termes de... Mais là encore, on ne sait pas si c'est que le public ou le privé. Donc Ah oui, mais c'est ça. C'est qu'on est en train, peut-être, j'ai bien peur de raisonner sur 10%, un périmètre qui représente 10%, sachant qu'on n'a pas les données sur les 90% qui vont vers le public. Je reste un petit peu inquiet par rapport à ça et j'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant. C'est aussi quelque chose qui est inquiétant. Très bien. Non, le problème du financement, c'est-à-dire, comme a dit notre ami, c'est qu'actuellement, on n'a pas des données. Et les données, ce sont très importantes pour faire des prévisions. Donc maintenant, rapidement, on a le CNOPS et le CNSS et l'État. On a beaucoup de données, mais ces données-là qui permettent de voir actuellement, on a une offre et on a une demande actuelle. Est-ce qu'on répond avec l'offre qu'on a à la demande actuelle ou pas? C'est la première question. Et deuxièmement, est-ce qu'on est capable de répondre à l'offre à venir, qui va venir? Il faut mettre une chose qui est très importante en tête, c'est que maintenant, il y a les 11 millions, mais avec 22 millions, la demande va augmenter. Oui. Donc, est-ce que l'infrastructure sera capable ou pas pour essayer de voir comment définir les priorités et comment essayer d'avoir des budgets qui sont modulables en fonction de l'évolution du contexte épidémiologique, du contexte international. Maintenant, on a vécu le Covid, maintenant on a vécu la guerre Russie-Ukraine, c'est-à-dire qui ont impacté l'économie. Donc automatiquement, des fois, on va dire qu'on n'a pas besoin de l'argent pour la santé, on a besoin de l'argent pour autre chose. L'allouer ailleurs. À l'allouer ailleurs. Donc, Merci. c'est question de données, c'est question d'études et c'est question de prévision. C'est le rôle de cette autorité de la régulation. Et intégrer, je pense que le terme intégré dans cette ARIS, il intègre ce côté de la donnée et de la digitalisation de tous les process. Merci Abdelmjid Belaiche. C'est moi qui vous remercie. Merci Abdelhakim Zaline. Merci à vous également Youssef El Fakher. Merci d'avoir enrichi cette discussion sur ce sujet de la réforme de la santé. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.